Claude Raphaël Samama. Vous venez de publier Les civilisations du monde et leur culturalité aux éditions L'Harmattan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre ? Tout à fait. Alors, c'est un ouvrage qui est paru à la fin 2022. Il est sous-titré Essai d'herméneutique culturale et je vais essayer de résumer et vous donner un petit peu un compte-rendu de sa substance, de l'essentiel de ce livre. Alors, on trouvera en 10 parties un parcours qui décrit et traverse ce que j'appelle les culturalités du monde, à savoir la substance symbolique, active et différentielle, qui caractérise les grandes civilisations, leur genèse, leur état présent. Il s'agit bien sûr de l'Occident, avec l'Europe et les États-Unis à leur suite, de l'islam, à la fois unitaire, étendu et géographiquement multiple, des 3 grandes entités que sont l'Inde, la Chine et le Japon, chacune marquée par sa genèse, ses spécificités humaines, ses syncrétismes et ses différences propres. Pour chacun de ces ensembles, je propose une monographie historique, géographico-économique et développementale, et au fur et à mesure, j'essaye de construire le système des valeurs anthropologiques et symboliques. Je pourrais dire le retrouver, parce que c'est une recherche un peu des arcanes de ce qui n'est pas forcément apparent, que se forment et s'activent ce que j'appelle les culturalités, organismes sans doute vivants, actifs et dynamiques. L'originalité de mon travail serait là, s'il y en a une, à creuser les fondements traditionnels, les sources profondes de chacun, leur influence encore active dans les valeurs, les mentalités, les références collectives. On découvre, si même non évidentes d'emblée, c'est ce que je disais à l'instant, des clés d'explication, des éclairages inaperçus, des grilles d'analyse qui sont plus qu'éclairantes. Ces représentations collectives, que l'on peut dire spirituelles, sont le plus souvent de sources scripturaires avec des textes reconnus par une tradition ancienne. C'est peut-être là, d'une manière peut-être un peu différente d'autres chercheurs, que je creuse mon sillon. Les mêmes sont le plus souvent considérés comme supérieures, parfois transcendantes, et révélées alors, soit au nom d'une révélation divine, soit d'une reconnaissance ancestrale considérée comme édifiante, avec des effets d'influence et de conditionnement dans le réel. Ainsi, le développement historique des uns ou des autres, la place de la croissance économique pour chacun, le processus dialectique des colonisations, qu'il ait eu lieu ou non, la dynamique contemporaine de la mondialisation, la manière même dont chaque civilisation élabore et présente son propre récit du monde ou veut l'imposer, sa hiérarchie des valeurs religieuses et anthropologiques sont, selon moi, des effets de culturalité. Le concept va loin, ne le cède pas. Ainsi, pas d'islam sans une anthropologie coranique, pas de Chine sans fond taoïste, confucéen, bouddhiste, mais aussi, et de ce fait, une grande capacité au syncrétisme, dont la Chine fait par exemple une formidable synthèse, où il ne faudrait pas oublier, bien sûr, l'adoption du communisme emprunté au marxisme et un pragmatisme exceptionnel dans l'histoire. Le Japon, lui, aurait mieux compris que d'autres les potentialités du capitalisme, mais encadré par des normes éthiques, bodo-confucéennes aussi, matinées des codes chevaleresques du courage et de l'honneur que hante le bushido des anciens samouraïs et les liens sacrés de la chevalerie et du sacrifice. Nombreux exemples dans l'histoire contemporaine. L'Inde, quant à elle, ne peut se penser sans l'énergie de ces cycles cosmiques, ces dieux engagés dans la ritualité védique millénaire, ces textes épiques, par exemple le Ramayana ou le Mahabharata, leurs récits mythologiques n'empêchent nulle identification entre les hommes, les dieux et leur destinée. Ces textes sont aujourd'hui encore des références éthiques dans de multiples croyances ou des célébrations festives. On voit mieux ainsi dans quel sens travaille ce livre, portant mieux à la lumière des fondements actifs de valeurs, des représentations
et aussi des modalités d'être, qu'on désigne ce niveau par identité, spécificité ou déterminant collectif. Ce que j'ai appelé au chapitre 10 la substance culturelle éclaire tout au long l'essence et la dynamique des civilisations. Face à l'autre, voué à une dynamique plus lente, l'Occident se caractériserait par une vocation prométhéenne, caractérisée par l'hubris matérialiste, la raison scientifique, la technique arraisonnante du monde, une certaine domination de la nature que l'histoire atteste. À cet égard, on ne peut pas occulter au sujet de l'Occident les séquelles toujours efficientes, peut-être inconscientes, d'une textualité christo-évangélique et catholique pendant des siècles. Il s'agirait d'une Église universelle à déployer sur le modèle d'un homme-dieu, messianique et salvateur. Tout le monde comprend où l'on veut en venir. D'une orientation, d'une idéologie, d'une croyance religieuse à caractère universel. D'où une tendance à vouloir s'étendre, se généraliser, coloniser ou convertir, mais dans la perspective d'un homogène, c'est-à-dire tout le monde devrait être comme moi. Pour prendre un autre plan, et j'ai tenu aussi à en parler, si même il ne recouvre pas une civilisation à part entière, le concept de culturalité convient aussi à la matrice culturelle de ce que j'appelle dans le chapitre 6 l'hébraïco-judaïsme. Y converge de manière étonnante avec ces résultats le singulier d'une révélation, une alliance avec le divin et une loi universelle. On aura reconnu ici le texte biblique. Source des monothéismes conquérants, le christianisme puis l'islam. Il s'agit bien sûr là de culturalité religieuse pour le coup, mais avec tellement d'influence, d'importance sur le devenir du monde. Cette approche herméneutique, que je viens de développer un peu, ne doit pas oublier les textes de la Réforme, ceux de Luther ou de Calvin, et la transformation à leur suite de l'homme et du devenir occidental. Ce dernier fut d'abord européen, puis transatlantique, dynamitant la vision établie pendant plus d'un millénaire par l'Antiquité puis le Moyen-Âge. On se réfère ici aux thèses de Max Weber et à son éthique protestante, guidant l'esprit du capitalisme. Les ordres impériaux statiques des papes, des églises, puis des princes céderont progressivement la place à un homme des Lumières conquérant, libéré des dogmes et s'ouvrant un avenir d'individualisme illimité, très différent du holisme extrême-oriental. Voilà ce que je pouvais dire en synthèse de ce livre de grande ouverture, sans doute ambitieux, dense certainement, mais par définition respectueux de son objet. Il sera aussi, je l'espère, porteur de son riche et profond concept de culturalité, d'une meilleure compréhension de cela qui alimente souterrainement les sources des civilisations, c'est-à-dire l'orientation culturelle des peuples et des nations dans leur histoire, et encore, me semble-t-il, aujourd'hui.